Well, good afternoon. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je me présente, je suis Paul Newham. Je suis le directeur général de SDG2. It's my absolute pleasure to be moderating today's session titled Feeding Human Capital Through Global Commitments and Action. When we talk about feeding human capital, we're really talking about the foundation of every society. People's ability to grow, to learn, to lead, and to contribute. And food is at the heart of that. It's not just fuel. In fact, I really don't like the word fuel. Good food is opportunity, it's memories, it's emotion, it's dignity, and it's love. And right now, 1 in 3 people globally cannot access a healthy diet. And that means billions are denied their full potential before they even reach adulthood. Malnutrition doesn't only stunt bodies, it stunts economies, ideas, and futures. The Paris Peace Forum brings us together to talk about cooperation. And food is one of the most powerful levers we have to build peace. When people are nourished, communities are more stable. When farmers can adapt to climate shocks and earn a fair income, societies thrive. Good food for all, which is essentially what we're discussing, is simple and yet profound. Everywhere, everyone should have access to nutritious, affordable, and sustainably produced food that requires translating global commitments into real, coordinated action on the ground. So today's discussion, we're going to talk about human potential by investing in all kinds of areas, from school meals to social protection to resilient food systems that deliver not just calories, but delicious food that offers good health and hope. It's about how governments, business, and citizens each have a role in turning commitments into tangible actions. We have a terrific panel of experts who bring perspectives from international organizations, philanthropy, the private sector, and we're going to be highlighting opportunities for scaling up action across health, food systems, agriculture, and education. We're going to explore innovative financing, governance solutions, and cross-sector partnerships that can move beyond fragmentation to unlock scalable, lasting impact. So it's my pleasure to introduce you to our guests here on the panel. We have Dr. Leonard Mizzi, the head of unit at the European Commission, Director General for International Partnerships and Sustainable Agri-Food Systems and Fisheries. Welcome. We have Dr. David Laborde, the Director of the Agri-Food Economics Division at the United Nations Food and Agriculture Organization. Welcome. We have William Moore, Executive Director of the Eleanor Cook Foundation, and we have Adeline Lacan, the CEO of Group Nutriset. So welcome, everyone. We're going to get started. I'm going to come straight to you, David. The FAO recently published the 2025 State of Food Security and Nutrition in the World. What's the current state of malnutrition globally? So, good afternoon, everyone. You already give a bad taste of the story, or a story that tastes bad, sorry, to start with that. Now, so as of today, we still have 673 million people that are in chronic hunger. So people that does not have enough calories. But when you think about how many people are food insecure, so people that have to sacrifice a lunch because they don't have the economic means to pay for it, or sacrifice the quality of what they eat, it's basically 2.1 billion people. And as you say, you have basically 2.6 billion people that cannot afford a healthy diet. So that will be the basic of what we want to do every day. It's too far, too expensive, not enough income. So this is what we try to address. And I'm not even talking about the 300 million people that depend on food aid just to survive. Now, as you pointed out, all of these also have a cost, and often what we call an hidden cost. And that's something also we monitor at FAO. And the fact that we have agri-food systems that are not efficient enough, we are losing 10% of global GDP every year. And 2/3 of it come from the lack of good diets and basically a cost of human capital. I mean, 600 years ago, a famous, at the time, French economist was saying, il n'y a de richesse que d'hommes. So what creates wealth is people. And so what you invest in people and what the food you give to people has an impact on your economic growth.
So I like that connection. And why would you say malnutrition is remaining so persistent and this cost? Because we're seeing Encore si présente aujourd'hui. So I will say we have structural problems. One is economic Alors bien sûr, on a plusieurs questions, notamment liées à l'inégalité économique. C'est vrai, lorsque la nourriture est disponible, souvent les individus ne peuvent pas se permettre de l'acheter. Et si vous voulez avoir un véritable marché pour des produits savoureux et de bonne qualité, il faut trouver des clients tout simplement. Et malheureusement, on n'a pas suffisamment d'équilibre ici. Et puis, par ailleurs, vous avez des chocs, des climats, des conflits qui viennent perturber le système. Et c'est quelque chose qu'il nous faut surmonter. Mais ici, ce n'est qu'une partie de l'histoire. Même dans des environnements où l'argent est disponible, certains ne font pas suffisamment de choix, ne peuvent pas faire de bons choix en matière de durabilité et d'alimentation. Bien sûr, ceci est lié à l'environnement dans lequel vous vivez. Peut-être que la nourriture que vous avez dans votre cafétéria n'est pas très saine. Vous n'allez pas perdre une heure pour aller chercher une solution beaucoup plus saine, même si vous avez de quoi acheter cette solution plus saine. Et puis, on n'a pas suffisamment accès aux informations. On ne sait pas ce que l'on mange. Et c'est un autre problème de taille. Et en fait, ça, c'est le double poids de la malnutrition. D'un côté, vous avez des personnes qui ne mangent pas suffisamment. Et de l'autre côté, vous avez des personnes qui mangent suffisamment, mais qui mangent mal. Et donc, aujourd'hui, en tant qu'individu, vous pouvez être confronté à ces deux risques. Et ici, il y a des risques à la fois économiques et médicaux. Merci d'être venu sur ces défis. Je pense que c'est important de voir ce que font les gouvernements, ce que font les différents organes consultatifs. Je me tourne dès lors vers vous, Léonard, parce que un peu plus tôt cette année, en mars, l'Union européenne s'est engagée à investir 3,4 millions d'euros dans la nutrition. Merci beaucoup. Bien, avec Adeline et d'autres individus dans la salle, nous étions fiers de ce que nous avons accompli il y a quelques mois, notamment en mars. C'est vrai que ça a l'air d'être il y a bien longtemps, mais cela remonte uniquement il y a 7 mois. Nous avons déjà, comme je vous le disais, engagé quelques 3,4 milliards d'euros. Bien sûr, l'argent, c'est important. Et au sein de l'Union européenne, nous sommes fiers de pouvoir nous engager. On a le programme Team Europe également, en termes de solidarité. Donc voilà, que ce soit au Yémen, en Haïti, au Soudan du Sud. Ce sont des points critiques qu'on a tendance à oublier. Et moi, mon rôle, avec mon équipe, c'est de pouvoir renforcer la production. Et ce que nous faisons dès lors, c'est de créer des investissements dédiés. On ne doit pas simplement avoir des projets pilotes. Il nous faut bien sûr des outils, mais les outils aujourd'hui qui existent ne sont pas suffisants, pas suffisamment investis. Et ce qu'on appelle de nouveau, c'est une véritable transformation. Alors oui, il y a des sommets en Europe, en Afrique, oui, il y a les COP, il y a les alliances mondiales contre la faim, etc. Mais ces événements sont importants, au même titre que cet événement aujourd'hui. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment comprendre ce dont on a besoin. Il faut vraiment comprendre ce qui va vraiment changer la donne sur le terrain. Il faut essayer de voir également ce qui peut être passé à l'échelle dans des endroits instables, par exemple dans la Corne de l'Afrique ou au Sahel. Comment pouvons-nous pousser le secteur privé à investir? Parce que oui, il faut se tourner vers le secteur privé, mais il faut s'assurer également que les outils disponibles fonctionnent correctement. Et ce que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas suffisant.
Il nous faut des portefeuilles disponibles et dès lors, il nous faut travailler avec des institutions financières. On en a parlé à l'occasion du sommet en mars. Il faut s'assurer qu'il y ait une véritable demande, que l'on comprenne quels sont les marchés locaux sur le terrain et il nous faut également un environnement à la fois climatique, économique. Il faut une approche en fait 360. C'est l'éducation, l'alimentation, la protection sociale et c'est quelque chose de complexe, notamment alors qu'il y a une aide publique au développement de plus en plus rare. Merci beaucoup pour votre éclairage. Ici, ce qui est important, c'est de trouver des priorités, de savoir identifier ce qui fonctionne et comment est-ce que l'on passe à l'échelle, notamment pour débloquer ce qui compte le plus. Ce que l'on voit, c'est une véritable envie, notamment pour déployer de nouveaux outils. Et ça, on le voit partout dans le monde. Quid de ces investissements? Comment est-ce que l'on accompagne les pays partenaires, notamment pour renforcer leurs capacités? Eh bien sûr, la responsabilité des pays, c'est clé. À Kigali, nous avons CADEP, par exemple. Et ce que l'on fait doit être aligné à ces principes. Ce n'est pas facile, parce que c'est vrai, on se rend à des conférences, bien sûr, il y a différentes priorités à l'occasion de ces différentes conférences. Et du coup, il nous faut identifier les bonnes chaînes de valeur. OK, en Côte d'Ivoire, on va vers le cacao. C'est facile. Mais qu'est-ce que l'on peut faire de manière générale en matière de fruits et de légumes? Dès lors, on s'assure que nos pays partenaires identifient les bonnes chaînes de valeur. On ne parle pas nécessairement ici d'exportation. Ici, c'est important pour la diversification alimentaire. Et c'est la raison pour laquelle nous avons demandé aux entreprises européennes de passer à l'échelle en matière de fruits et de légumes. Cependant, les pays ne répondent pas toujours présents. C'est vrai, voilà, on met l'accent sur les fruits, sur les légumes, sur les produits halieutiques, mais on n'a pas une véritable réaction des pays. On reçoit quoi? Peut-être une liste avec 15 priorités. On leur dit, mais attendez, non, essayez de voir comment nous, on peut vous aider concrètement sur le terrain en matière d'investissement, de technologie, de stockage, de routes, en matière d'infrastructure, etc. Mais on ne peut pas tout faire à la fois. Selon moi, ce qui est important, au point de vue continental, c'est d'essayer de voir qui a une sorte d'avantage compétitif sur les sur les chaînes de valeur pour avoir une véritable pertinence sur le terrain. Il nous faut de véritables dynamiques régionales sur le continent africain et malheureusement, ce n'est pas ce que l'on voit à l'heure actuelle. Donc, il nous faut de véritables priorités. Donc, c'est important de se concentrer sur la priorisation, mais également sur un alignement. Il ne faut pas tout faire à la fois. On ne peut pas être sur tous les fronts. Très bien. Merci beaucoup, Léonard. Vous avez parlé beaucoup d'alignement, des processus. L'Afrique, c'est le seul continent en Afrique, seul continent au monde qui est sur le devant de la scène de la sorte. Et là, ce que l'on peut voir, c'est que vous avez une approche stratégique dédiée. Je me tourne maintenant vers Adeline. Voilà, on parle ici d'appropriation, de responsabilisation, on parle de partenariat. Nutri7, de son côté, a été un pionnier en matière de production locale, production de solutions nutritives et construit nombre de chaînes d'approvisionnement durables. Comment est-ce que le secteur privé peut créer des systèmes de production locaux, durables et innovants, notamment dans des systèmes que l'on veut beaucoup plus résilients? Je rejoins ce que disait David il y a quelques instants. Pour se protéger de la malnutrition, il faut que les individus puissent acheter ces produits. Il faut qu'il y ait la capacité d'acheter ces produits. Et vous savez, nous, lorsque l'on pense au combat que l'on doit mener contre la malnutrition, il nous faut nous concentrer sur la production locale.
Nous le savons, c'est important de pouvoir développer justement des usines sur le terrain. Donc en tant que secteur privé, on peut participer au développement économique. C'est un véritable outil, bien sûr, pour les individus, pour qu'ils puissent acheter les produits dont ils ont besoin. C'est important également pour les taxes gouvernementales, pour le déploiement également de bonnes politiques. Il s'agit donc d'un système qui permet de renforcer l'économie de manière générale. Reprenons ce qu'a dit Léonard, la responsabilité des gouvernements maintenant. Il nous faut dans notre contexte un engagement de la part des gouvernements. Prenons le cas de l'Éthiopie. On connaît tous le cas de la malnutrition dans ce pays. Mais en 2005, lorsque nous avons commencé à travailler dans ce pays, le gouvernement ne reconnaissait pas le problème de la malnutrition. Bien sûr, le gouvernement aurait dû se concentrer sur ce problème de malnutrition. Mais le fait d'avoir maintenant de véritables usines, ça a donné l'occasion au gouvernement de pouvoir monter au créneau, d'agir et d'être plus engagé justement pour faire face à la malnutrition. Cependant, ça nécessite de travailler avec des représentants du monde agricole, avec différentes instances, etc. Ça fonctionne uniquement si on est partie prenante au système. Il ne s'agit pas simplement d'être un maillon de la chaîne. Il faut être de sorte de champions locaux et avoir voix au chapitre encore une fois, et que ce soit en Éthiopie, au Burkina Faso, au Nigeria. Puis troisième point, c'est important de traiter la question de la résilience. La nutrition, bien sûr, c'est une forme de résilience, mais c'est important également de se concentrer sur la résilience des pays. Encore une fois, Guinée, Niger, Burkina Faso, là, on voit beaucoup de magasins coupes. Mais malheureusement, dans ces pays, il y a nombre de problèmes économiques. Il y a eu nombre de crises. Et il faut qu'ils puissent se relever post-crise économique. OK, bien sûr, le secteur privé est là pour répondre aux besoins des consommateurs. Bien sûr, les entreprises privées doivent générer des profits et stimuler la croissance économique. Est-ce que vous pourriez peut-être revenir sur la manière dont on peut motiver le secteur privé à investir davantage dans la nutrition? Je ne sais pas. Bien sûr, le marché est là. Il y a un marché en France. On voit des personnes âgées, d'ailleurs, qui comprennent davantage le rôle de la nutrition. Maintenant, regardons les grandes entreprises agroalimentaires. Bon, l'Afrique, c'est le dernier pays, le dernier continent, pardon, à explorer. Et je pense qu'on peut vraiment avoir des entreprises agroalimentaires de qualité. Je pense qu'elles peuvent investir en Afrique. Il y a un véritable marché, beaucoup de potentiel. Donc j'aimerais que d'autres entreprises se concentrent sur ces questions. Et bien sûr, il n'y a pas que des questions également de nutrition, parce qu'encore une fois, ici, il s'agit vraiment d'économie et c'est important pour l'économie à venir dans la région et sur le continent. Bien sûr, on se concentre plus sur la santé. Et il y a eu beaucoup de questions, de sujets liés à la durabilité, mais c'est vrai que la santé, c'est sur toutes les lèvres aujourd'hui. C'est parce qu'il y a beaucoup de défis, David en a parlé, alimentation saine, etc., les coûts liés également, on en a parlé. Donc William, ici, on le sait, la Eleanor Crooks Foundation a toujours œuvré au déploiement d'aliments thérapeutiques prêts à l'emploi. Et comment est-ce que l'on peut avoir des interventions et des collaborations beaucoup plus ciblées pour justement avoir un véritable progrès sur le terrain? Merci Paul, je me réjouis de vous revoir à l'occasion de cet événement et un grand merci aux organisateurs de m'avoir invité. Merci aux participants et à l'audience avec nous. Je suis ravie de pouvoir être à Paris. Quelle belle ville! Pour revenir sur la question de la santé, bon, peut-être que vous ne le savez pas, même si vous êtes des experts ici, mais en moyenne, un individu dans le monde
doit vraiment prendre un événement. Un individu ne sait pas à quel point c'est important la nutrition pour la santé. Maintenant, ce qui est important de comprendre, c'est quelles sont les mesures les plus efficaces pour réduire la malnutrition à toutes les échelles. Et bien sûr, tout est lié à la santé. Par exemple, c'est important de se concentrer sur l'alimentation enrichie, par exemple. La santé joue un rôle clé ici, notamment dans tout ce que l'on peut passer à l'échelle. Et on pourrait avoir, bien sûr, des réductions au niveau de la malnutrition pour les différentes populations. Donc, il y a des interventions, oui. Et là, en fait, il y a des solutions assez simples qui existent aux États-Unis ou en Europe, par exemple. Oui, par exemple, c'est important d'avoir des vitamines prises par les femmes enceintes. D'ailleurs, c'est très important. S'assurer également que les mères soient accompagnées lorsque celles-ci allaitent, par exemple. Voilà, leur fournir des produits importants. Également un apport suffisant en vitamine A, c'est important. La vitamine A, c'est vraiment une solution incroyable. Il suffit de quelques gouttes sur la langue d'un enfant, et juste 2 fois par an, pendant 2 ans. Ça change la vie, ça booste vraiment leur système immunitaire. Et puis enfin et surtout, ça rejoint ce que disait Paul, si un enfant est atteint de malnutrition aiguë, il faut que cet enfant ait accès à des traitements. Et là, on parle de ATPE, des aliments thérapeutiques prêts à l'emploi. Et ma collègue ici travaille sur un projet qu'on appelle un projet miracle. Ici, il s'agit de boîtes basées sur des produits à base de cacahuètes et de lait concentré. Et on voit souvent ces enfants à la télévision mal nourris au Soudan du Sud, à Gaza, ces enfants qui sont complètement émaciés. Et si on pourrait leur envoyer ces boîtes, ne serait-ce que quelques semaines, on pourrait voir une sorte de récupération presque miraculeuse. Parce que leurs corps sont si mal nourris qu'ils ont besoin de ces aliments enrichis pour pouvoir justement booster leur immunité et retrouver une bonne santé. Alors maintenant, comment est-ce que l'on fait ça à plusieurs échelles et de manière durable? Bien, dans un premier temps, il faut essayer de voir si on veut vraiment passer à l'échelle, notamment lorsque l'on parle de traitement contre la malnutrition. Non, en fait, il faut se concentrer sur d'autres objectifs. Qu'est-ce que l'on veut faire aujourd'hui? Il faut comprendre quels sont les indicateurs, quelles sont les solutions qui sont les plus efficaces justement pour réaliser les objectifs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des millions d'enfants qui meurent tous les ans à cause de leur statut de malnutrition aiguë. Si on arrive à les traiter, plus de 90% de ces enfants ne mourraient pas. Donc, on peut bien sûr passer à l'échelle avec cette solution qui nous permettrait bien sûr de vivre dans un monde où les enfants ne meurent pas au quotidien de famine. Mais oui, on peut le faire, on peut passer à l'échelle. Voilà une de ces barres, ces barres dont je parlais il y a quelques instants. Et encore une fois, ça dure quelques semaines et une fois qu'ils retrouvent la santé, ils ne retombent pas dans des cercles de malnutrition. Bon, pour revenir à ce que je disais, bien sûr, c'est inconcevable de laisser des millions d'enfants mourir dans le monde alors qu'une barre comme ça coûte 23 centimes. Maintenant, pour faire ça de manière durable, il nous faut dans un premier temps prendre la décision. Il faut le faire, bien sûr, on veut passer à l'échelle. Et il faut également reconnaître qu'il ne s'agit pas ici d'une question humanitaire. Bien sûr, on se dit que ces enfants vivent en zone de conflit, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Non, on a des enfants qui vivent dans des zones stables, nord du Nigeria, nord de l'Ouganda. Là, ce sont des pays où vous avez des systèmes de santé stables.
Et donc, encore une fois, ce n'est pas un problème humanitaire, c'est un problème de développement. Si on veut réduire la mortalité infantile, il faut avoir un financement sur le long cours. Encore une fois, ça ne doit pas venir de nos budgets humanitaires. Et donc, d'un point de vue durabilité, il faut comprendre qu'il s'agit ici d'un problème de santé publique, ce n'est pas un problème humanitaire. Et il faut que les donateurs fournissent des ressources sur plusieurs années pour qu'on puisse faire de la véritable planification et pour que l'on puisse justement avoir un passage à l'échelle durable. Merci beaucoup, William. Est-ce que c'est une solution que vous pousseriez auprès des investisseurs? Eh bien sûr, chez nous, à l'Eleanor Kroc Foundation, c'est important de se concentrer sur l'efficacité des coûts. Bien sûr, les ATPE, ce sont les solutions les plus efficaces. Très bon investissement. Et si ce n'est pas le cas, moi, je vous invite à vous dire, bon, qu'est-ce qu'on essaie de trouver ici? Quels sont les résultats qu'on appelle de nos vœux? Quels sont les indicateurs de réussite? Et définir, encore une fois, les solutions les plus efficaces d'un point de vue financier pour réaliser les objectifs que vous appelez de vos vœux. La plupart des gouvernements, la plupart des investisseurs ne suivent pas ce processus. C'est vrai que certains vont se concentrer sur d'autres points, tels que l'éducation ou les retards des croissances. Pour nous, vraiment, ce qui est important, c'est l'émaciation des enfants. Encore une fois, ici, il y a des centaines et des centaines de dollars qui ont été investis pour faire nombre de recherches. Donc, à vous de faire votre recherche de votre côté. Regardez les données probantes, essayez de voir ce qui fonctionne et concentrez-vous sur ce qui compte le plus pour vous. OK, très bien, merci. OK. Rapidement, j'aimerais que vous répondiez aux questions suivantes de manière assez spontanée. Donc voilà, soyons pratico-pratiques. Là, on va revenir sur la collaboration et sur les financements. Je vais vous poser à chacun une question et je veux qu'en l'espace de 2 minutes, vous puissiez répondre à ces questions. Et puis après, on aura une session de Q&A. David, est-ce que vous pourriez partager peut-être un éclairage sur ce que les pays peuvent faire, notamment pour avoir des actions en matière de nutrition qui soient efficaces? C'est une très bonne question. On l'a déjà dit, on a des points critiques. Ce qui est important ici, c'est de pouvoir agir au bon moment. Ne pas essayer de trouver d'autres solutions lorsque c'est trop tard, lorsqu'on est dépassé par les événements. Car si vous êtes au cœur d'une crise, vous perdez déjà du capital humain, vous perdez déjà du temps. Donc, il faut agir en amont lorsqu'on identifie l'arrivée d'une éventuelle crise. Avec l'IA, par exemple, on a beaucoup de connaissances et on peut dès lors agir avant que ce ne soit trop tard. Ce faisant, on peut réduire les coûts d'intervention divisé par 7, voire 10. Donc avoir cette compétence d'action et avoir un système automatique permet de ne pas aller mendier, en somme. Ça nous permet d'avoir ici une mobilisation du secteur privé avec des bons investissements au bon moment. Ici, dans nos projets, on a des facilités de financement pour faire face à des crises alimentaires. Et ce faisant, on peut aider la situation sur le terrain. Parce que si on réagit trop tard, les coûts sont beaucoup trop élevés, donc il faut pouvoir briser ce cercle vicieux dès que possible. Donc c'est important ici, il s'agit de prendre les bonnes décisions au bon moment. Et peut-être que les données ici sont les plus importantes. Parce que sans les données, on ne sait vraiment pas ce qui se passe sur le terrain et on n'est pas efficace. Léonard, on voit bien qu'il y a de moins en moins de financement. Comment est-ce que l'Union européenne peut agir au service d'un financement innovant ici, alors qu'il y a de moins en moins de budget?
Comme l'a dit William, nous sommes dans la phase 2025 avec une diminution des investissements des États-Unis, et beaucoup de personnes nous demandent est-ce que l'UE peut et ses États membres peuvent combler ce déficit? Eh bien non, seuls nous ne pouvons pas combler ce déficit seuls. Non, nous devons être mieux coordonnés au sein de l'Union européenne et c'est ce que nous essayons de faire au sein de Team Europe. Pour être mieux coopérés, que voulons-nous faire où? Et nous ne pouvons pas nous disperser sans avoir un système de coordination. Donc c'est le premier élément clé, la coordination. Il faut aussi attirer de nouveaux donateurs, parce qu'il y a de nouveaux donateurs, mais on ne les voit pas. On ne les voit pas ici, on ne les voit pas surtout évoluer à notre échelle. C'est parce que l'UE ne peut pas s'attaquer à toute la part de ces défis, les défis qu'on verra en 2026-2027. On voit qu'il y a un fossé de dépenses et nous sommes aujourd'hui dans le creux de cette vague, mais cela va augmenter. Et puis il y a Nutri-7 et d'autres entreprises. Que demandent ces entreprises pour réussir à intensifier ces opérations? Toutefois, les systèmes agroalimentaires actuels ne sont pas nécessairement la priorité de tous les pays. Et ça, on oublie de le dire, et ce n'est pas le cas pour tous nos pays partenaires. Quand on leur demande quelle est votre priorité, ils ne vont pas toujours nous répondre l'agroalimentaire. On le voit notamment pour la mobilisation des ressources internationales, moins de 10 pays ont pour priorité 10% de leur investissement public. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, le financement ira à l'énergie, aux matières critiques, au numérique, mais pas nécessairement à l'agroalimentaire. Et ça, c'est déjà un véritable défi. Donc la première chose, c'est la rationalisation justement des infrastructures, et notamment autour de la crise alimentaire. Aujourd'hui, j'ai entendu parler des accélérateurs. Il y a d'autres accélérateurs, l'Alliance globale notamment. Il faut avoir la possibilité de cibler l'argent dont on avait il y a 5 à 10 ans et puis la prolifération des initiatives. Ça, c'est essentiel. Et puis, il faut une meilleure coordination sur le terrain. Il faut être plus proche du secteur privé pour comprendre quels sont leurs goulots d'étranglement. Est-ce qu'il y a un problème justement d'identification ou est-ce que l'on doit créer des centres pour juste réussir à mobiliser les ressources que nous avons et les faire entrer en connexion avec les institutions de financement, parce qu'on a besoin justement de financements innovants et des institutions financières qui rendent ces projets rentables. Et aujourd'hui, on n'a pas assez de projets rentables qui attirent les institutions financières. Oui, c'est essentiel. Et je crois que ce que vous dites justement sur la prolifération des initiatives, c'est un élément qu'on constate au cours des dernières 5 années. À mon avis, pour les 5 prochaines années, on doit s'assurer de faire fonctionner les initiatives qui existent aujourd'hui, réussir justement à investir, à trouver des politiques qui fonctionnent, des systèmes de financement qui fonctionnent, des actions qui permettent d'arriver aux résultats escomptés. Nutri-7, son objectif est d'atteindre 1,5 million de personnes supplémentaires d'ici 2027. Et il y a beaucoup de pression sur l'environnement à l'heure actuelle. Quel est, à votre avis, l'élément critique pour atteindre cet objectif? Je pense qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'être innovants. Évidemment, nous pouvons faire de la recherche sur la nutrition, mais nous avons aussi besoin d'être innovants sur la façon dont les produits arrivent chez les enfants. Quand on parle beaucoup de financement et on dit beaucoup qu'il faut dérisquer le financement pour les grandes entreprises, mais je ne pense pas que ce soit le problème. Je pense que le problème, c'est que les enfants que nous essayons d'atteindre n'ont pas l'argent suffisant pour payer la nutrition. Il y a un ami qui me disait qu'aux États-Unis, 10% des personnes aux États-Unis ont des coupons pour acheter à manger. Alors peut-être qu'on peut se dire que oui, ils arrivent à avoir accès à l'alimentation, mais si nous voulons qu'ils aient accès à de bons aliments, il faut qu'on paye cette différence. On peut faire des agences, des campagnes de communication, des produits excellents, mais tout ça ne sert à rien si les personnes ne peuvent pas payer pour ces aliments.
qui va justement payer la différence, ce qui fait qu'un aliment est nutritif. Et ici, il y a des possibilités de partenariat, en effet, sur la façon dont on peut justement créer des liens et des synergies autour de ces modèles. Souvent, on parle de l'IA, de le gouvernement, des solutions de financement à échelle. À votre avis, quel est le rôle des organisations philanthropiques pour assurer qu'il y ait des solutions factuelles et qui soient financées? Oui, excellente question. Je ne suis pas sûre du rôle que doivent jouer les organisations philanthropiques. Il y a quelques années, je disais que ces organisations philanthropiques devaient prendre des risques, trouver des solutions innovantes, des projets de recherche, faire des choses que les gouvernements ne veulent ou ne peuvent pas faire. Mais aujourd'hui, presque tous les organismes de donation ont diminué leur budget et ça a diminué au moins à hauteur de 100, divisé par 100. Donc aujourd'hui, on doit se concentrer davantage sur les ressources pour réussir à offrir les services de base nécessaires pour survivre, parce que les donateurs du gouvernement continuent évidemment à travailler, mais avec beaucoup moins de budget, énormément moins de budget. Aujourd'hui, on continue à financer la recherche, parce que c'est ce qui nous passionne, mais on a beaucoup de moins de financement, justement, de financement pour essayer d'intensifier nos services. Donc on est obligé de le faire en parallèle des gouvernements. Il y a quelques années, on a travaillé avec l'ancienne administration américaine pour réussir d'intensifier 50 millions de dollars et l'argent du gouvernement américain pour ce produit que j'ai en main. Et Samantha Power, qui était à la tête de USAID, elle a vraiment soutenu et a dit qu'elle allait doubler la donation. On a dû encore un financement significatif. Et donc, on a atteint notre objectif de 50 milliards et on a réussi à avoir le plus gros financement pour un projet de lutte contre la malnutrition. Et l'année dernière, on a réussi à atteindre un enfant sur 5 et on est passé à près de 50% des enfants mal nourris atteints par cette initiative. Comment est-ce qu'on peut réussir avec nos organisations philanthropiques à travailler avec les gouvernements pour aller plus loin, pour réussir à intensifier nos projets? Donc on invite les gouvernements à nous rejoindre, ceux qui cherchent ces projets, parce qu'on a des organisations philanthropiques qui sont prêtes à investir des millions de dollars, mais évidemment, il faut trouver des gouvernements, des partenariats avec les gouvernements. Il faut évidemment prendre en compte ce changement actuel. Et on parle de financement. Et alors, je sais que l'argent n'a pas disparu dans le monde. L'argent est toujours là. Donc, c'est la façon dont on a accès à cet argent qui a changé. La façon dont on construit ces partenariats a changé. Mais l'argent est toujours bien là. Il n'a pas disparu. Il nous reste 7 minutes. Avez-vous des questions dans l'audience? Je pourrais prendre 2 questions. Pas de commentaires, des questions, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez des questions? On va essayer d'y répondre rapidement. Des questions? Si ce n'est pas le cas, je peux poser la question à un panel. Ah oui, une question, allez-y. Merci. J'ai beaucoup aimé ce que vous venez de dire, William, le fait de trouver une solution qui est rentable. Alors pourquoi on a tous ces problèmes de malnutrition? Je pensais aussi la question sur laquelle il faut se pencher. Donc je pose la question à tous les intervenants. Oui, il faut penser à l'aspect économique, mais comment est-ce qu'on empêche justement cette situation de malnutrition? Je peux? Oui. Excellente question. C'est la grande question, évidemment. Et c'est toujours une question qu'on se pose. Malheureusement, la vraie réponse à cette question, comment empêcher la malnutrition, eh bien,
on n'a pas les outils nécessaires. Notre fondation a des millions d'investissements en recherche pour essayer d'identifier qu'est-ce qui fonctionne en termes de prévention. Toutefois, aujourd'hui, nous ne savons pas comment réduire de manière significative la malnutrition avec les outils à notre disposition actuellement. On va peut-être réussir à le réduire un tout petit peu, mais les solutions de prévention dont nous disposons ne sont pas aussi rentables par rapport à l'impact qu'elles ont. On veut parvenir à y arriver, évidemment, et pour réussir à s'assurer qu'on lutte contre la malnutrition, c'est de mettre un fin à la pauvreté extrême. C'est ça qu'il faut. Si vous prenez un enfant en Ouganda du Nord et que vous le mettez dans la capitale, dans un hôtel 5 étoiles, cet enfant ne sera plus mal nourri. Et donc c'est compliqué, ça va prendre du temps. Donc on n'a pas aujourd'hui les outils à déployer demain, ces outils qui nous permettraient d'éviter la malnutrition. Mais donc, entre-temps, c'est notre devoir de réussir à les maintenir en vie, parce que ça, on peut le faire. David, vous avez un avis? Oui, pour réagir là-dessus et pour vous donner un peu, justement, donner un aperçu de ce qu'on a, parce que c'est pas si mauvais. Il y a des décennies, quand on a créé la FAO, 70% de la population mondiale était en situation de faim chronique. Aujourd'hui, on est à 8%. C'est trop, évidemment, beaucoup trop de personnes. Mais on a vu des améliorations grâce à la technologie avec les politiques sociales. Oui, lutter contre les inégalités économiques, lutter contre la pauvreté, c'est les éléments clés. Ce sont les éléments clés. S'assurer qu'on ait accès à l'eau potable, c'est excellent pour la santé, et c'est pour la nutrition, et c'est le type de développement dont on a besoin. Mais je pense que nous avons montré qu'avec volonté, on peut y arriver. Il y a toujours de l'argent, vous l'avez dit, l'argent est toujours là, mais c'est juste qu'on le dépense autrement. Quand on parle de nutrition et d'agroalimentaire, on doit être plus fort dans nos récits et on doit être organisé quand on parle de cette histoire. Mais pas... Et pour essayer de lutter contre la famine aujourd'hui, on a besoin d'actions concrètes. Pour lutter justement contre les personnes mal nourries, on a besoin de différents types d'actions. Et un seul acteur ne pourra pas résoudre tous ces problèmes. C'est pour ça qu'on a besoin de la coordination. C'est ce que la FAO essaye de se faire avec la feuille de route globale pour la nutrition et lutte contre la famine. Et puisque j'ai le micro, je voudrais terminer en disant ceci. Les aliments nourrissent le cerveau, c'est vrai, et le corps, mais aussi l'esprit. Je pense que le régime alimentaire est très lié à la santé mentale. Et on voit aussi le lien avec le changement climatique. On voit que c'est un problème qui touche beaucoup les jeunes en France et ailleurs. Parce que si on ne sait pas si notre pays va être là dans 25 ans, eh bien évidemment que vous allez essayer de trouver du confort dans la nourriture et potentiellement devenir obèse. Je pense qu'on a besoin de dirigeants forts au sein du système de l'ONU. On parle beaucoup des programmes de l'ONU. Évidemment, la lutte contre les conflits, contre les chocs économiques, anticiper les chocs environnementaux, créer les liens entre l'alimentation et l'environnement, etc. Ce sont des éléments complexes. Les projets énergétiques sont clairs. Si on a des problèmes de santé, on a des vaccins. Mais pour la nutrition, on n'a pas de vaccin. Et pourtant, on cherche la panacée, des solutions à court terme. Et pour les systèmes agroalimentaires, ne permettent pas d'avoir ces solutions simples. On sait que les priorités changent, on sait que la politique agroalimentaire est différente par exemple, l'activité pharmaceutique. Nous avons besoin d'un dialogue plus fort, nous avons besoin de nouvelles priorités et d'une meilleure coordination. Nous avons aussi besoin de s'assurer que les dirigeants montrent la voie pour envoyer un signal clair, en commençant par le continent africain, montrer que cela peut être fait, qu'il y a des solutions. Et la question est comment réussir à trouver les investissements du secteur privé et de nouveaux investissements, notamment publics, pour réussir à intensifier les opérations
coopération au niveau national, notamment dans le contexte fragile. C'est ça la solution. Comment est-ce qu'on gère non seulement la situation dans la Corne d'Afrique, au Sahel, dans un continent cohésif, parce que ça, c'est la solution pour l'intégration régionale. Très rapidement, nous ne savons pas comment éradiquer la malnutrition, mais on sait comment diminuer la malnutrition. Et on peut commencer par là. Et évidemment que c'est compliqué. Ici, vous avez un produit qui permet de sauver des vies. C'est très simple. Mais réduire la malnutrition, c'est compliqué. Il s'agit de questions d'agriculture, d'éducation, d'hygiène. Il y a des outils, mais c'est un choix, c'est une décision. Évidemment, quand des enfants meurent, on ne va pas dire qu'on va ne pas les sauver pour miser sur la prévention, mais c'est quand qu'on va arrêter justement ce cercle vicieux. Je sais que nous sommes au cœur d'une crise, de nombreuses crises en fait, et nous sommes dans une époque compliquée qui nous oblige à repenser nos systèmes. Et je pense que c'est une opportunité qui nous invite justement à nous demander là où il faut agir, à nous demander comment renforcer nos systèmes, à se pencher sur les données, sur l'information qui sont cruciales pour la prédiction, pour pouvoir prévenir ces défis et intervenir à temps. Il faut aussi se pencher sur les partenariats et sur la coopération pour réussir justement à créer des synergies où chacun peut travailler ensemble sur des sujets communs. Il nous reste 5 ans, moins de 5 ans, pour atteindre les ODD, les objectifs de l'Assemblée du monde. Et ici, il faut être efficace et il y a une certaine urgence. Mais suite à nos échanges, je pense qu'il y a des solutions. Et à mon avis, ces crises permettent de créer des opportunités. Le gouvernement de France, justement, va le faire pendant la présidence du G7 l'année prochaine. Et j'espère qu'on va continuer justement à avancer sur ces sujets comme ça a été le cas à Genève, comment on va réussir à accélérer la mise en œuvre de nos engagements. Et à mon avis, il y a une lueur d'espoir et on voit dans certaines régions du monde où les chiffres de la malnutrition diminuent, même s'ils augmentent à d'autres endroits. Mais quoi qu'il en soit, il y a ici des avancées. J'ai envie justement de conclure avec optimisme et avec énergie. Alors j'aimerais remercier nos orateurs, tous nos orateurs, William, Adeline, Léonard et David. Merci à tous.